Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, elle a été longue à venir. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'est passé plein de choses depuis la dernière vidéo que j'ai faite. Alors j'essaie juste de régler ma lumière, voilà. Du coup il s'est passé plein de choses pour moi, pour nous même. Il y a eu des bons et des mauvais moments, donc du coup je vais vous faire une petite vidéo. Je vais essayer de la faire simple, rapide et efficace. Donc faut savoir que ça y est, nous avons fait notre troisième tentative de FIV en fin janvier, début février. Donc avec un protocole complètement différent de ce qu'on a pu faire auparavant. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce qu'on a obtenu des résultats ou pas? Vous le verrez au fur et à mesure que je vais vous l'expliquer. Mais en tout cas, on en garde quand même un bon côté et surtout on a appris une chose, c'est qu'il faut toujours y croire et rien lâcher. Ça c'est super important. On a découvert une phrase avec mon conjoint, c'est on reste positif. On reste positif, c'est notre phrase, c'est devenu notre phrase et ça va rester notre phrase. Vous allez comprendre pourquoi durant mes explications, mais en tout cas cette vidéo je la fais à chaud, dans le sens où vous allez comprendre, c'est pas facile pour moi de la tourner, je voulais pas attendre encore des semaines et des semaines, oublier des choses, même si je peux pas les oublier, je préfère vous la tourner maintenant. Donc du coup on va commencer tout de suite. Alors il faut savoir que le protocole était complètement différent. On a décidé de mettre mes ovaires au repos un petit peu avant de commencer ma stimulation. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. On a décidé, voilà, de mettre mes ovaires au repos un peu avant la stimulation, ce qu'ils appellent entre guillemets une ménopause artificielle, et de commencer la stimulation après. Donc c'est ce qui s'est passé. Alors j'ai mes petites notes. C'est ce qui s'est passé pour nous. J'ai commencé ma ménopause artificielle avec Decapeptyl en injection le 21 janvier. Tous les jours j'avais une ampoule à m'injecter, donc bien sûr avec l'aide de l'infirmière. Moi j'ai toujours fait appel à l'infirmière jusqu'à un certain moment. Ensuite, donc ça a duré 6 jours si je me trompe pas. Oui c'est ça, parce que du coup on a commencé la stimulation ovarienne avec Gonal 150 le 27 janvier. Donc ce jour-là j'ai eu une ampoule de Decapeptyl, 150 de Gonal et le vaccin de la 3e dose pour le Covid. Donc ce jour-là, ça a été la fête pour mon corps au niveau injection et produits. Bien entendu, le lendemain, j'ai été malade avec le vaccin, mais ça a duré 24 heures, rien de plus. Ma stimulation a été longue, dans le sens où donc j'ai eu Gonal pendant 4 jours à 150 et après on a augmenté à 187,5. Ma stimulation a été longue dans le sens où mes follicules grossissaient, mais petit à petit. Donc la première stimulation que j'avais eue en FIV 1 avait été longue. La deuxième avait été trop rapide, donc c'est pour ça que la qualité de mes ovules n'était pas bonne. Et là, la troisième a été longue. Je crois que ça a duré, je sais plus, 12 ou 13 jours, je crois, de stimulation. Pour être franc, à la fin, j'en voyais plus le bout et j'en avais marre des piqûres. Et je le disais à mon conjoint que je n'en pouvais plus de ces piqûres, que j'étais fatiguée et mon corps le ressentait. Sachant que je continuais toujours Decapeptyl, donc tous les soirs c'était Decapeptyl plus Gonal. Jusqu'à un soir où on a fini un stylo de Gonal avec mon infirmière. Elle est partie pour me revoir que le lendemain, sauf qu'en faisant mes calculs, je me suis aperçue que mon stylo avait mal fonctionné. Il était défectueux et que du coup on n'avait pas injecté la dose qu'il fallait correctement. Donc j'ai essayé de la rappeler, elle était en soins, donc elle m'a pas rappelé, donc il a fallu que je me pique moi-même. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, je me suis piqué moi-même pour la toute première fois avec mon stylo de Gonal. Donc je vais vous mettre la vidéo tout de suite. Donc voilà, donc du coup après m'être piquée toute seule, je savais que j'en étais capable, mais j'ai continué avec l'infirmière parce que Decapeptyl, il faut faire un mélange avec la poudre et le sérum avec une grosse aiguille et ça je m'en sentais pas capable.
Donc la infirmière a continué à venir me faire mes injections tous les jours. Et le 7 février, j'ai eu le déclenchement avec Ovitrel, donc le soir, à 21h30. Oui, c'est ça, 21h30 ou 22h. Non, 21h30 si je ne me trompe pas. Les heures me dépassent. Du coup, là, j'ai pris la décision de le faire toute seule. C'est-à-dire que j'ai fait mon injection d'Ovitrel toute seule, donc comme une grande dans ma salle de bain, sans mon conjoint parce que je voulais pas qu'il soit là. Je voulais vraiment que ça soit une étape où je voulais être fière de moi. Je savais que c'était la dernière. Dans ma tête, c'était la dernière, donc je voulais me dépasser jusqu'au bout. Donc je me suis piquée toute seule, bien sûr, j'ai enregistré, donc je vais vous mettre la vidéo juste après. Ça a été un succès, parce que du coup, j'ai même rien senti. Donc c'est que tout s'est bien passé. J'ai juste eu un petit peu de mal à chasser la bulle d'air, mais bon, ça, on a tout un petit peu de mal à chasser les bulles d'air. Mais du coup, je me suis piquée toute seule pour mon déclenchement, donc je vais vous mettre la vidéo tout de suite. À la suite de ça, j'ai eu ma ponction le 9 février. Alors, comment vous dire que la veille de la ponction, la nuit qui a précédé la ponction, je n'ai absolument pas dormi, mon conjoint quasiment pas. On arrive à la ponction, j'étais dans un état de stress et d'angoisse au plus haut point. Donc j'ai vite pris les cachets, les médicaments pardon, qui m'ont administré. Et j'ai beaucoup dormi. En fait, contrairement aux autres ponctions, celle-ci, j'ai énormément dormi parce que j'avais passé quasiment une nuit blanche la veille. Je m'étais fait énormément de films dans ma tête en me disant et si, et si, et si, et si. Et je me suis arraché la tête toute la nuit. Dans cette chambre, on était que tous les deux. Et beaucoup d'angoisse, même mon conjoint a été vraiment formidable avec moi. Il est parti faire son recueil vers 8h moins le quart et moi je suis partie au bloc. Il devait être 9h20, 9h30 parce que j'ai ma ponction a lieu à 10h. Donc je suis arrivée en salle de ponction avec des sages-femmes et une gynécologue vraiment formidable et une interne qui était en formation, donc vraiment une équipe extraordinaire. Donc bien sûr on nous met sur la table, on nous met de la bétadine et on me donne un masque d'oxygène que je tiens moi-même avec du gaz Calinox. Donc ça je vous en ai déjà parlé, c'est un petit gaz hilarant qui vous détend et qui vous permet de rester conscient mais d'être dans un autre monde. Bon, voilà. Donc du coup elles avaient préparé tous leurs tubes dans les éprouvettes exprès, dans les petits récipients qui tient en fait à 37 degrés avant de les transmettre aux biologistes. Donc elles en avaient préparé un certain nombre avec mes étiquettes. Et là, à ce moment-là, la ponction commence, donc commence à gauche. Donc la ponction se passe bien. Je le sens un peu plus cette ponction que les deux autres précédentes, mais ça reste une douleur qui est quand même pour ma part supportable. Et les moments où c'était un petit peu plus douloureux, je mettais en tête de pourquoi je le faisais, pourquoi je souffrais et pour qui je le faisais. Donc je le faisais pour moi, pour mon conjoint et pour notre avenir. Donc du coup, en respirant tranquillement, la douleur passée, c'est quelque chose qui dure pas longtemps, hein. Vraiment, ça dure quelques secondes et ça s'en va. Et à ce moment-là, donc on est à gauche et j'entends la gynécologue qui dit à la sage-femme, faut nous réimprimer des étiquettes, il y en a plus que prévu, faut en réimprimer, il faut nous ressortir des tubes. Donc moi toujours, j'entends ce qu'on me dit, mais je suis avec les effets de mon gaz hilarant et du coup je comprends pas trop. Je me dis bon, bah, je les laisse faire, c'est leur métier. Et donc le côté gauche se finit. La sage-femme vient me voir, me dit bon, ça s'est très bien passé le côté gauche, vous en avez eu le 12. Donc oui, je dis oui, ok, 12. Bon. Et moi j'avais compris que 12 c'était le total. Donc je dis ok. Et là elle me dit on va passer à droite. Ok, bon bah on passe à droite.
Et, et à droite, un peu plus douloureux. Pourquoi? Je sais pas. Un petit peu plus douloureux, pourtant, par la suite, j'apprends qu'il y en a beaucoup moins. Et ça dure un peu plus longtemps. Et là, quand c'est fini, on m'annonce que droite, j'en ai 7. Donc, mais le 7, je l'entends pas forcément. On me le dit, mais j'en ai des souvenirs que maintenant. Mais je m'en souviens pas. On m'enlève mes jambes de mes étriers, on m'en nettoie un peu et on me ramène en chambre avec mon conjoint qui m'attendait. Et j'arrive en chambre, on me dit c'est bien, vous en avez obtenu, on vous en a ponctionné 16. C'est bien, on y croit. Et pour moi, j'éclate en sanglots arrivant dans la chambre parce que nous, les 2 premières FIV se sont arrêtées là, après. Parce que nos embryons n'ont jamais évolué. Et donc j'éclate en sanglots et mon conjoint me dit écoute, on reste positif, il faut y croire. On se bat pour ça. Repose-toi, dors un peu et on va attendre les biologistes. Effectivement, c'est ce que j'ai fait, j'ai beaucoup dormi. Heureusement qu'on avait emmené l'ordinateur portable où mon conjoint a pu regarder des films. Le pauvre, j'ai beaucoup dormi pour une fois. Il s'est retrouvé un petit peu seul, mais il a été formidable du début à la fin. Et la sage-femme vient me voir, me dit la gynécologue va venir vous voir, on va vous faire un petit compte rendu et après le biologiste viendra. Donc j'avais pas encore mangé, ça faisait quoi 3/4 d'heure que j'avais été ponctionnée, une heure. J'étais pas encore levée, j'avais pas mangé. Et ma gynécologue vient me voir et puis m'explique qu'on en a ponctionné 16 et que c'est bien et que maintenant il faut attendre ce que le biologiste va nous dire, mais qu'il faut qu'on reste confiant, quoi. Ils ont été vraiment formidables avec nous parce qu'ils savaient que c'était la dernière tentative et je pense qu'on avait tous arrêté de respirer du moment où je suis arrivée. Ils ont vraiment été formidables, ils sont venus nous voir à longueur de temps, ils sont venus voir mon conjoint pendant que j'étais en ponction pour savoir comment ça allait, s'il avait besoin de quoi que ce soit. Franchement, on a eu une équipe vraiment avec nous géniale. Je regrette absolument pas mon centre. Et du coup, on en a un bon souvenir et on continue. Et donc, j'en reviens à ma petite histoire et du coup, on m'explique 16. Ok, bon, pas de problème. Elle s'en va et la gynécologue revient me reprendre. Pardon, la sage-femme revient me prendre ma tension quelques minutes après et me dit mais je comprends pas. Moi, j'en ai dans votre dossier, il y a marqué 19. Ok, bon bah non, bah je comprends pas, on vient de me dire 16. Elle me dit, oh bah c'est peut-être moi qui ai mal noté. Bon, je dis, écoutez, si ça peut arriver, bon. On en rigole, je me rendors, j'ai le droit de manger après, donc le lever, le pipi, on a le droit de manger. Donc j'avais faim en plus, faim et soif. Et je me rendors, je faisais que ça, je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais. Jusqu'au moment où le biologiste a fait son entrée. Alors je sais même plus, pour être franc avec vous, c'est un ou une qui est venu. Je crois que c'est un biologiste qui est venu. Oui, je me rappelle même plus. J'étais tellement droguée que je me rappelle même plus si c'est un homme ou une femme. Je crois que c'est un homme cette fois-ci. Et donc, il nous explique que le recueil de mon conjoint est très bien. Et, et du coup, pardon. Excusez-moi, j'avais plus de batterie sur ma caméra. Du coup, il nous explique que le recueil était très bien et que moi, c'est pareil, c'était parfait, qu'on m'a ponctionné 19 ovules. Et là, je me dis, mais 19, mais c'est énorme. Et là, dans ma tête, c'est mes 19, mais c'est énorme. Alors que pendant les échographies, on parlait d'une dizaine. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils sont 19, ils sont pas tous de bonne qualité, c'est pas possible. Donc dans ma tête, il y a un côté du waouh, j'en ai 19 et non, c'est pas possible. Donc voilà, tout se mélange, ils s'en vont, j'ai le droit de sortir à ce moment-là, donc je me mets à pleurer. Dans la voiture, en rentrant sur la route, je me mets à pleurer. Donc mon conjoint me dit écoute, on va attendre le J2. Hein. Nous, ça a toujours été l'appel du J2 qui a été décisif pour nous. Et le J5, bien sûr, mais surtout le J2. Il m'a dit écoute, on va attendre et on va aviser. Donc ce week-end-là, nous, on était en week-end familial chez mon papa, tout le week-end.
Et je n'avais pas le droit de faire grand-chose puisque j'avais eu 19 ovules de ponctionnés. Donc, ils avaient peur que je fasse un début d'hyperstimulation. Donc, il fallait que je sois sur surveillance. Donc, on s'est trimballé avec le dossier médical tout le week-end. Et j'ai fait du canapé chez papa pendant que toute la famille travaillait. Ce week-end-là, en fait, est passé très vite dans le sens où l'appel du J2 est vite arrivé. J'ai eu ma ponction un mercredi, on a commencé à aller chez mon papa le vendredi et ils m'ont appelé le vendredi matin. Là, ils m'appellent et au départ, c'était une voix très très grave, très inquiétante. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, c'est fini. C'est fini, il y a encore une mauvaise nouvelle. Et là, on m'annonce qu'à J2, nous avons encore 13 embryons en course. En fait, j'ai eu 19 ovules de ponctionnés, 18 de fécondés, et à J2, il nous en restait 13. Ce qui était dans ma tête un miracle. Dans ma tête, c'était déjà un miracle parce que je me suis dit, waouh, 13, c'est pas possible que les 13 n'évoluent plus ou n'évoluent pas correctement, c'est impossible. Donc toute ma famille essaie de me faire comprendre qu'il faut que je reste positif, mais qu'il faut que je me préserve. Toute ma famille, mes petites sœurs, que j'embrasse très fort si elles passent par là, ma belle-mère, la femme à mon papa, que j'aime énormément, qui est ma deuxième maman, a été parfaite. Ma maman, bien entendu, que j'ai eu en téléphone, qui a été aussi un soutien quand je leur ai annoncé qu'il en avait encore 13, et mon conjoint, il en avait autant les larmes aux yeux que moi. Donc, on a fait ce week-end-là où j'ai fait donc du coup du week-end canapé papa. Et le lundi matin, on était convoqués au centre de PMA pour que je puisse faire une échographie due à mon début d'hyperstimulation pour voir où j'en étais, si vraiment c'était avéré ou quoi que ce soit. Donc je fais une écho et on s'aperçoit qu'effectivement j'ai un peu d'épanchement au-dessus de l'utérus et au niveau des côtes, là derrière. Mais rien de fou. Et on a vu la bonne nouvelle. Voilà, faut peut-être que je vous le fasse aussi dans l'ordre chronologique. Avant de partir à ce rendez-vous, d'avoir eu l'appel du biologiste, parce qu'on était à J5 en fait ce jour-là. On avait eu l'appel du biologiste pour nous annoncer que à J5 nous avions obtenu 3 embryons. Donc on était le 14 février. Mais ça, dans notre tête, on n'y pensait pas sur le coup. On s'est dit, mais mince, on y est arrivé, on est à J5, on va avoir 3 embryons congelés. C'était pour nous un miracle, ce qu'on n'avait jamais obtenu auparavant. On l'avait et il s'était battu, comme nous on s'était battu. Et donc du coup j'ai été faire mon échographie où on s'aperçoit que effectivement j'ai de l'épanchement, donc un début d'hyperstimulation. Et là, on entend nos noms dans les couloirs plusieurs fois, que ce soit aussi bien le mien que celui-là de mon conjoint, en nous demandant si on était présent, parce qu'il fallait qu'on sache si l'embryon qui était frais, s'il fallait le congeler ou pas. Et nous, on était là, on entendait que ça parlait de nous dans les couloirs, on entendait nos noms, on entendait tout ce qu'ils disaient, mais on comprenait pas. Pour nous, on partait sur 3 congélations. On laissait passer l'hyperstime et on venait faire un transfert frais le cycle suivant. Nous, dans notre tête, c'était ça, totalement. On était à 20 milieux de penser ce qui allait se passer après. À ce moment-là, j'ai une sage-femme qui vient me voir, qui me dit « Je vais vous prendre votre température, madame. » Et là, je lui dis « Mais pourquoi ?» Et elle m'explique que nous partons en salle de transfert. Que ils se sont réunis et que ils ont décidé d'en congeler 2 et de m'en transférer 1. Là, on se regarde, on se dit, mais mince, on y est. C'est le moment. C'est notre jour. Et on arrive dans une salle qu'on n'avait jamais connue, parce que cette salle-là, je la connaissais pas. Près du labo de biologiste. On nous explique que la sage-femme et la gynécologue vont venir, vont tout nous expliquer, donc on nous explique ce qui va se passer, on nous explique plein de choses. On me demande de m'allonger. Mon conjoint est à côté de moi, pas très à l'aise parce que il aime pas
Il aime pas tout ce qui est position gynécologique, il se sent pas à l'aise, mais voilà, ça c'est un autre sujet. Mais il reste avec moi. On entend nos noms, nos prénoms, on entend que notre embryon est dans un cathéter, donc la biologiste fait son travail en disant voilà, un blastocyste, un machin. Donc pour que, haut et fort, parce que tout est enregistré. Et la gynécologue me dit allez, c'est parti, on est le 14 février, il est 11h15 et je vous le transfère. Et je ne sens rien, je sens une petite goutte dans mon utérus, mais vraiment comme de l'air qu'on injecte. Je réalise pas trop. Elle fait ça sous échographie, donc un coup qu'elle a fini, elle me demande de rester allongée un petit quart d'heure et la sage-femme vient avec l'appareil d'échographie, l'écran, et nous fait voir la vidéo du moment où l'embryon sort du cathéter et est injecté dans mon utérus. Donc elle nous le fait voir plusieurs fois et là on voit un petit éclair sortir de ce tube tout blanc et aller dans mon utérus. Donc on me demande de rester allongé, on reste allongé. À bout d'un manche, on repart, main dans la main, en se disant on ne fête pas la Saint-Valentin, mais là c'était la plus belle chose qui pouvait nous arriver. On me demande de me reposer parce que j'ai été quand même en début d'hyperstime. Et on rentre chez nous. C'est ce qu'on fait. On rentre chez nous. Les jours me paraissent interminables. Testeuse compulsive que j'ai été, que je suis encore. J'ai fait des tests de grossesse bien avant d'attendre ma prise de sang qui était le 21 février. Et on voyait des lignes apparaître, même très claires, mais je me disais que c'est un reste de Vitrel, c'est pas possible. Mais on voyait ces lignes, mon conjoint les voyait, même s'il fallait loucher, il fallait prendre une lampe torche. On les voyait, mais on se disait, mais non, c'est trop tôt. Et donc, le dimanche, je fais un test de grossesse précoce, où il y a marqué enceinte, pas enceinte, les nouveaux, là, les digitales. Et le dimanche matin, ça me met pas enceinte. Comme ça, dans ma tête, je me dis, bon, voilà, c'est fini. Demain, je vais faire ma prise de sang, elle sera négative. Le lundi matin, je m'en vais au laboratoire faire ma prise de sang. Et je reçois mes résultats quelques heures plus tard. Et je lis sur mon résultat 5. Ok, 5, c'est négatif pour moi. Donc, on en reste là avec ma belle-mère qui est technicienne de laboratoire. Elle comprend la même chose que moi. Sur le coup, déçue parce que voilà, elle voit bien ma détresse. Hein, je me mets à pleurer. Entre-temps, j'ai eu ma maman au téléphone où je lui explique que c'est négatif, donc je suis en sanglots. On me réconforte comme je peux. 15h, il faut que j'appelle les sages-femmes pour leur expliquer que ma prise de sang est négative. Et là, à partir de là, la sage-femme me dit mais non, votre prise de sang n'est pas négative. Vous êtes positif. Et là, je dis mais non, mais non. Elle me dit mais non, si c'était négatif, vous serez inférieur à 5. Elle dit vous êtes à 5. Donc elle me dit vous êtes enceinte. Et là, dans ma tête, tout se bouscule. Je rappelle la femme à mon papa et je lui dis mais pourquoi? Et là, elle me dit oui, effectivement, le signe inférieur, il n'y est pas. Effectivement. Donc on me demande de faire un contrôle de bêta-SCG 48 heures après pour voir si c'est pas une erreur de labo, si je suis pas... Voilà, pour voir ce que ça en est. 2 jours après, le 23 février, ça c'est une date qui restera marquée à jamais dans ma mémoire pour 2 événements. Je fais cette prise de sang à nouveau. Les résultats tombent très vite. Les résultats tombent 1 heure après. Je suis à 10. Donc mon taux double. Donc je suis bel et bien enceinte de peu, mais je suis bel et bien enceinte. Ce jour-là, c'est l'anniversaire de ma maman, c'est ses 50 ans. Et je lui dis que je suis enceinte et qu'elle va être grand-mère le jour de ses 50 ans. Donc on était très contents, tout était... Malgré que mon taux, je restais méfiante parce que mon taux restait bas. Mais on m'expliquait que je pouvais avoir une accroche tardive, que c'était compliqué. Et là, beaucoup d'émotions commencent à arriver. Mon taux, on me demande de contrôler mon taux 48 heures après. Donc de 10, je passe à 23.
de 23. On attend un petit peu, je crois. Je sais plus exactement. Donc je fais 5, 10, 23, 56. Ouais, 56, 126 et 608. Donc en fait, on contrôle mon taux tous les 48 heures, voire un petit peu plus. Donc mon taux double bien. Mais il reste bas, donc souvent les sages-femmes au téléphone me disent attention, votre taux est bas, vous faites peut-être une fausse couche, attention, attention. Ça, c'est compliqué à entendre. Surtout qu'entre-temps, je perdais du sang marron. Mais on me disait que tant que c'était marron, pas d'inquiétude. Sauf que le fameux du week-end du 26-27 février, j'ai perdu le jour de l'anniversaire, le week-end de l'anniversaire à ma maman, j'ai perdu beaucoup cette soirée-là, malgré que j'étais assis, beaucoup de sang rouge. Donc le dimanche matin, j'ai été faire une prise de sang. Je fais coucou ceux qui passent par là. J'ai fait une prise de sang en urgence dans un laboratoire. On m'a pris, on m'a pris on m'a ouvert les portes alors que j'avais pas forcément de rendez-vous. Et mon taux avait doublé, donc les sages-femmes m'expliquent que ça peut être du sang parce que mon utérus travaille et que voilà, on se repose. Donc je me repose et donc ça c'était le dimanche. Le mercredi soir, je commençais à être un peu malade. Et je décide de faire un autotest Covid. Et là, miracle, une barre apparaît, 2 barres apparaissent sur mon test Covid, mais vraiment très léger. Donc je ne savais pas quoi penser. Hein. Moi, testeuse compulsive, je connais les tests de grossesse, mais les tests Covid, pas encore. Et le lendemain matin, je décide d'aller faire un test antigénique à la pharmacie. Et là, miracle, je suis positive au Covid. Voilà, j'y ai échappé pendant 2 ans et malheureusement, je suis positive au Covid. Mais pas plus malade que ça. Donc là, je parle encore du nez. Parce que je suis encore, malgré que je ne sois plus contagieuse, parce que ça fait plus de 7 jours, je suis encore positive au Covid. Le Covid ne veut pas me lâcher. Donc je parle encore du nez parce que j'ai eu que de la toux et un rhume, mais ça c'est encore autre chose. Et voilà, donc je me repose, je dors dans le canapé pour pas contaminer mon conjoint qui, lui, reste négatif malgré tout. Il a le corps dur. Et plus de perte de sang, un taux qui augmente. Les sages-femmes commencent à me parler peut-être d'une échographie pour voir l'embryon quelques jours plus tard. Donc vraiment commencer à souffler un peu. Le samedi soir, j'ai commencé à reperdre des traces marron. Mais bon, c'était comme des filaments et je savais qu'avec la ponction et l'hyperstime, c'était possible. Le lendemain matin, je me suis levée avec un étrange sentiment. Un sentiment de, je sais pas comment l'expliquer, quelque chose qui allait pas dans mon corps. Et du coup, en allant aux toilettes, je me suis aperçue que je perdais du sang rouge rosé. Pas encore trop rouge, mais rouge rosé. Je décide, malgré que j'ai le Covid, de mettre un masque FFP2 et de partir aux urgences gynécologiques de mon centre de PMA. J'ai été accueillie tout de suite, donc ils m'ont mis dans une salle d'isolement parce que j'étais positive au Covid. Je leur ai dit tout de suite. Et j'ai eu une échographie, donc j'étais à 5 semaines et 4 jours de grossesse. Et on ne voyait pas de sac et d'embryon. On m'explique que c'est peut-être normal parce que mon taux reste bas. Par contre, qu'effectivement, les saignements sont présents, sont minimes, mais sont présents. Et on m'explique qu'on va me faire une prise de sang, que je vais rentrer chez moi me reposer, qu'on m'appellera dans l'après-midi. Donc c'est ce qui se passe, on me fait une prise de sang, je rentre chez moi. Je rejoins mon conjoint à la maison, du coup, parce qu'il était resté à la maison, je voulais pas qu'il vienne. De toute façon, il n'aurait pas pu assister puisque les accompagnants restaient dehors. Et toute l'après-midi passe, pas d'appel, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. On se pose mille et une questions, mais on se dit, mais s'il y avait eu quelque chose de grave, il nous aurait appelé. Je décide de prendre ma douche.
Et vous savez, le moment où vous rentrez sous la douche, que vous êtes mouillé, ou avec les yeux pleins de savon, le téléphone sonne. Donc je m'essuie bien tant que mal, je décroche et c'est la sage-femme que j'ai eu des urgences qui m'annonce que mon taux de bêta-HCG a chuté et que je suis en train de faire une fausse couche. Et là, elle me parle et pour être franc avec vous, je suis incapable de vous dire ce qu'elle m'a dit. La seule chose que j'ai retenue, c'est que mon taux avait chuté et que du coup, je vais avoir rendez-vous la semaine prochaine pour une échographie, une prise de sang de contrôle pour voir si tout s'évacue bien. Je m'effondre dans ma salle de bain, toute seule, sans un bruit. Je sors de la douche. Mon conjoint était dans le canapé, il regardait la télé. Il se reposait. Et je pouvais pas le toucher parce que j'étais positive au Covid. Et je m'effondre en larmes à côté de lui. Et je lui explique que je viens de perdre notre bébé. Lui, dépassé, savait plus quoi faire non plus. Les yeux pleins de larmes, mais il est resté fort pour moi. Il pouvait pas me toucher pour pas qu'il chope le Covid. Essaie de me réconforter. Je passe ma soirée en pleurs à prévenir les membres de ma famille que ma grossesse s'est arrêtée, en expliquant pourquoi, parce que tout le monde me demandait pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, donc en racontant le même récit. Et là, il y a beaucoup de choses qui se mélangent en tête. C'est pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est le Covid, est-ce que c'est mal accroché, voilà, on se pose mille et une questions, et au jour d'aujourd'hui, ces réponses, je les sais pas. Je les ai pas. Et on les aura jamais. Même le centre médical ne sait pas non plus ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on est le 9 mars. J'ai eu rendez-vous ce matin pour ma fameuse prise de sang et échographie. J'attends que les sages-femmes m'appellent pour savoir à combien est chuté encore mon taux. On m'explique un coup que mon taux sera négatif. On pourra reprendre une TEC, un transfert congelé. Nous, pour le moment, on a décidé de faire une pause. J'ai décidé aussi de faire une pause. On a décidé de faire une pause. J'en ai besoin. Je suis fatiguée. Je fais rien paraître sur les réseaux sociaux. Je ne fais rien paraître en vidéo, mais je suis épuisée. Physiquement et moralement. On fait mon échographie ce matin. Et du coup, il n'y a pas de sac, pas d'embryon, pas de grossesse extra-utérine, puisqu'on a tout vérifié. Le seul problème qu'il y a aussi, qu'on a découvert, c'est que j'ai un kyste sur mon ovaire droit de 5 cm, qui est apparu depuis ma ponction. Donc là, ils sont en train de voir ce qui va se passer pour moi, mais ça sera un autre sujet de conversation plus tard. Je vous en ferai une deuxième vidéo de ce sujet-là. Je suis triste comme jamais. Parce qu'on s'est battu pour l'avoir, ce bébé, et on a cru en lui. Malheureusement, il en a décidé autrement, il est parti. Mais je suis aussi fière du parcours qu'on a fait parce que en novembre, on nous apprenait que c'était notre dernière tentative, que ce serait un échec et qu'il faudrait qu'on fasse appel à un don d'ovocytes. Et nous, on a réussi à déjouer toutes les forces de la nature et prouver qu'on a encore 2 embryons congelés. Que oui, mon corps a été mis à rude épreuve, que j'ai une stimulation longue, que j'ai fait un début d'hyperstimulation, que j'ai perdu du sang, que sûrement j'ai été anémiée. Mais malgré tout, on en garde un côté positif. C'est pour ça que le mot « on reste positif », c'est notre phrase, parce qu'à chaque étape, au lieu de dire c'est bon, on a gagné, on était là. On reste positif, étape par étape. On s'était pas mis un but final. En fait, c'était la stimulation, la ponction, le transfert, l'appel. En fait, on a fait vraiment étape par étape. Et je pense que ça nous a aidés.
ça nous a aidé à apprécier cette FIV. Malgré qu'elle a été longue, compliquée, le résultat est là. Malgré qu'aujourd'hui, mon ventre est devenu vide, redevenu vide, c'est quand même une grande victoire pour nous. Donc, je vous adresse ce message à toutes celles et ceux où on dit c'est la dernière FIV, on peut plus rien faire ou il faudra faire d'autres choses. Oui, préparez-vous à ces éventuels-là, mais restez forts, restez positifs, parce que des miracles, ça arrive. La preuve, j'en suis devant vous en train de vous raconter mon histoire. Oui, cette vidéo est longue, parce que ce parcours est long, mais il faut y croire. Il faut croire en son corps, il faut croire en son couple, et il faut croire en son centre médical. Et ça, c'est super important. J'ai pas eu des moments spécialement très agréables par moments avec mes sages-femmes quand on me parlait de fausse couche au téléphone parce que mon taux avait du mal. Bah, il doublait, mais il était trop bas. Donc je leur en ai voulu. Mais après, maintenant, je me dis que c'est leur métier. Elles m'ont préparé aussi peut-être à ça aussi. Et si j'arrive à surmonter ça aujourd'hui, c'est peut-être parce que je me dis que on me l'a répété et qu'inconsciemment, je m'y étais peut-être préparée. Même si on s'y prépare jamais. Je sais pas comment expliquer ce que je ressens. J'ai des moments où je vais bien. Et j'ai des moments où je suis effondrée comme jamais. C'est ce sentiment d'avoir des tests positifs, d'être enceinte, même si j'avais aucun symptôme, la seule chose que j'avais, c'est que j'étais fatiguée. J'avais rien d'autre. Ce sentiment-là, il est magnifique. Même si ça a été de courte durée, ça a été quelque chose qui a été beau. On a commencé à se projeter, on a commencé à faire plein de choses, mais voilà, on sait que c'est possible. On sait que c'est possible et je crois que maintenant on va aller se reposer un petit peu et on va revenir encore plus fort que jamais. Plus fort que jamais et avec un mental encore plus fort. Voilà pourquoi cette vidéo est un petit peu longue aujourd'hui. C'est compliqué pour moi de vous l'avoir fait. Je la repousse depuis des semaines. Parce que je voulais vous la faire en plusieurs étapes. Mais je me suis dit que non, fallait que je vous raconte tout d'une seule traite et je pense que c'était aujourd'hui. Je pense que c'était aujourd'hui où il fallait que je vous la fasse avec l'émotion que j'ai. À chaud. En sortant du centre de PMA en me disant que j'avais peut-être encore un espoir qu'il soit trompé au laboratoire, que mon taux avait doublé. Voilà, on s'imagine plein de choses. Mais si on n'est pas en PMA, je crois qu'on ne le comprend pas. J'ai découvert beaucoup de choses en PMA. La PMA m'a aussi appris beaucoup de choses. Mais ça, chacun apprend comme il... avec son expérience de la vie, nous, elle nous a appris énormément de choses. Et maintenant, on sait qu'on va se battre pour avoir ce qu'on veut et on se battra. Donc c'est pour ça que je voulais vous dire, ne lâchez rien. Battez-vous. Battez-vous comme jamais. Et il faut y croire. Il faut y croire et il faut leur faire confiance à ces embryons, à ces bébés. Je sais pas comment vous les appelez. Nous, on l'avait appelé notre petit pois chiche. Voilà. On lui parlait. On lui disait, bats-toi, petit pois chiche. Pourquoi petit pois chiche? Je sais pas. C'est sorti un soir dans la chambre. Petit pois chiche. On ne l'oubliera jamais. C'est impossible. C'est impossible. Pas après tant d'épreuves qu'on a survécues. On pourra jamais l'oublier. Mais on va tout faire pour le rendre fier et pour lui donner un petit frère ou une petite sœur. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Voilà notre histoire. Voilà ce qui s'est passé sur notre 3e tentative de FIV. Donc il y a du positif et du négatif. Vous allez peut-être retenir le négatif, mais pensez au positif. On me disait que je ne pourrais pas avoir d'enfant biologique à moi. Regardez où j'en suis aujourd'hui. J'ai été enceinte et j'en ai encore 2 au congélation.
Je sais pas ce que ça donnera les congélations, mais on sait que c'est possible. On sait que c'est possible. Donc battez-vous comme jamais. Et faites abstraction de ce qu'il y a autour. Ce qui est autour, ça a peu d'importance par rapport à votre bonheur. Il faut vous battre totalement. Et si vous avez besoin, on peut échanger sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il n'y a aucun souci. Si vous voulez qu'on fasse un live, on pourra faire un live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai un plaisir de vous répondre. La PMA est une communauté qui est magnifique. Il y a de l'entraîne et de la bienveillance partout. Il faut que ça continue parce que c'est une épreuve qui est dure. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il y a mon Instagram où j'accepte tout le monde, où tout le monde peut me parler sans aucun problème. Je réponds avec grand plaisir. Mais n'hésitez pas, franchement, restez pas avec vos questions. Même les questions les plus bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes en PMA. C'est impossible. Donc voilà. Voilà notre histoire. Voilà ce qui s'est passé pour nous. Donc maintenant, je vais prendre le temps de me reposer, de revenir en force. Et on va réattaquer la PMA dans quelques temps, plus en force que jamais. Je vous embrasse fort. À très bientôt.